Comment vous sentiriez-vous, chers téléspectateurs, si du jour au lendemain et à cause d'intérêts géopolitiques de certaines puissances étrangères, tout votre lieu d'origine ne faisait plus partie de votre pays, mais du pays voisin? Si la langue nationale officielle et la langue d'enseignement scolaire des Allemands ne pouvaient être que le hollandais, le français ou peut-être le suédois, ou bien pour vous les Suisses, si c'était seulement l'italien ou le romanche? Comment vous sentiriez-vous si ensuite vos fils étaient enrôlés dans les armées agressives des mêmes puissances étrangères qui orchestrent d'autres guerres géopolitiques? Et c'est exactement cela que la population ukrainienne a dû éprouver déjà plusieurs fois. Vladimir Poutine a plusieurs fois témoigné cette année que la Russie n'a réussi que récemment à se défaire d'un mouvement de conspiration qui avait sapé et détruit de l'intérieur la Russie et l'Union soviétique au fil des générations. Sous l'influence de cette minorité conspiratrice, les frontières de l'Ukraine ont changé plusieurs fois. Une grande partie de ce qui appartient aujourd'hui à l'Ukraine de l'Ouest a été pris par la force par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. La Crimée russe a été intégrée à l'Ukraine contre son gré. Les médias de masse nous parlent tous les jours des prétendus séparatistes russes qu'on appelle de plus en plus à présent des rebelles et des terroristes pro-russes. Mais dans les faits et en vérité, dans le cas de ces gens, il s'agit d'une population tout à fait normale, qui ne veut pas de nouveau être dépouillée par la force de sa langue nationale, de sa culture et de sa patrie. Mais il s'agit seulement d'Ukrainiens d'origine russe, qui ont été séparés malgré eux de leur patrie russe, et maintenant ils devraient finalement encore être vendus à l'Ouest, c'est-à-dire aux intérêts américains. Chers téléspectateurs, pour cela, nous vous donnons aujourd'hui l'occasion d'entendre le point de vue de ces prétendus séparatistes pro-russes. Deux de leurs plus hauts dirigeants ont donné une conférence de presse le 24 août 2014. Il s'agit d'Alexander Sakhartchenko, le président du Conseil des ministres de la République populaire de Donetsk, et du ministre de la Défense Vladimir Kononov. Mais avant cette interview, nous vous rappelons encore quelques informations capitales. Le gouvernement des USA et l'Union européenne ont entrepris vis-à-vis de l'Ukraine une provocation agressive dont ils savaient pertinemment qu'elle allait contraindre la Russie à réagir défensivement d'une manière ou d'une autre. En effet, ils ne pouvaient pas être tout à fait sûrs de la manière dont le président russe Vladimir Poutine réagirait s'il constatait que le gouvernement des USA avait manipulé un conflit politique en Ukraine afin d'y installer un gouvernement pro-occidental avec le but de rejoindre l'OTAN. C'était une menace grave pour la sécurité nationale à la frontière russe et ça remettait directement en question l'existence même de la marine russe. Mais sans aucun doute, il y avait un piège pour Poutine là-dedans. Qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, il serait de toute façon diabolisé. Disons les choses d'une autre façon. Il pouvait sous-réagir et trahir les intérêts constitutifs internationaux de la Russie en permettant à l'OTAN de mettre ses forces hostiles dans une position d'attaque idéale. Ou bien il pouvait surréagir en faisant entrer des forces armées russes en Ukraine. À cela, l'Occident avait été préparé à crier très fort que Poutine était le nouvel Hitler, prêt à renverser la pauvre Europe désarmée qui, encore une fois, ne pouvait être sauvée que par les Américains au grand cœur. En réalité, le coup de défense russe a été un juste milieu raisonnable. Mais ce que les Européens, dans leur fauteuil devant la télé, peuvent déclarer comme un juste milieu raisonnable, qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? L'interview qui suit nous montre ce que cela représente pour ceux qui doivent défendre leur pays contre des intrus US et un gouvernement terroriste. C'est ce que deux ministres de Donetsk sont venus présenter maintenant. Il est très important de voir comment les prétendus séparatistes russes en Ukraine se voient eux-mêmes. Pour eux, il s'agit ni plus ni moins que de la lutte pour survivre, de la légitime défense sous forme d'autodéfense. Le carnage en Ukraine est beaucoup plus grand. Les pertes du côté du gouvernement putschiste terroriste en Ukraine sont beaucoup plus importantes que ce que les médias occidentaux nous racontent.
J'aimerais remercier le ministre de la Défense pour sa collaboration étroite, pour sa compréhension des défis auxquels le gouvernement est soumis, pour son aptitude illimitée au travail et pour son courage personnel. Chers journalistes, chers téléspectateurs, j'aimerais faire appel à vous. L'armée d'occupation ukrainienne agressive est venue sur notre territoire. Ils ont apporté une idéologie nationale qui n'a pas de respect pour la vie humaine. Elle s'intéresse seulement à notre pays et à nos ressources. Ils dirigent leurs attaques mauvaises contre des quartiers résidentiels avec des grands-mères, des femmes et des enfants. Hier, ils ont bombardé un quartier résidentiel, tuant une fillette de 9 ans. Là, il n'y avait pas de milice. Ils utilisent la tactique sournoise des unités de mortier qui viennent à un endroit, le bombardent pendant 10 à 20 minutes et ensuite disparaissent rapidement. Nous avons toutes les données concernant les mouvements de ces unités de mortier. Bientôt, elles seront neutralisées. Est-ce que les milices ont bombardé des maisons? Laissez-moi rectifier cela tout de suite. Il y a 10 jours, nous étions les milices. Aujourd'hui, nous sommes les forces armées de la République populaire de Donetsk. Les forces armées de la DNR n'essayent pas du tout de bombarder des zones résidentielles ou des maisons. Nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons pas. C'est notre patrie, notre terre et notre chez nous. C'est une guerre sur notre territoire et nous voulons le préserver. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne nous battons pas à Kiev. Nous nous battons chez nous. Cette semaine, Lugansk a reçu de l'aide humanitaire de la Russie. Êtes-vous en attente d'une telle aide et quand croyez-vous que vous pourriez la recevoir? Nous l'attendions pour hier, même avant Lugansk. La population de cette ville ici est plus importante, alors c'était logique de l'envoyer ici en premier. Mais la situation à Lugansk est plus difficile, alors l'aide a été envoyée d'abord là-bas. J'espère que nous aussi, nous recevrons bientôt de l'aide. Y a-t-il des négociations sur des conditions concernant la livraison? Oui, les négociations ont eu lieu le même jour que pour Lugansk, mais malheureusement, nous ne l'avons pas reçue. Est-ce que Lugansk partagera l'aide avec vous? Étant des personnes pratiques, cela nous plairait. Mais d'un point de vue humanitaire, nous comprenons que la situation là-bas est beaucoup plus difficile. Il faut que nous nous appuyions pour le moment sur nos propres ressources. Espérons que l'aide viendra bientôt. Malheureusement, chers journalistes, l'Occident essaye de nous envahir tous les 30 à 50 ans. Cela veut dire que tous les 30 à 50 ans, la civilisation occidentale essaie de nous imposer son opinion et son mode de vie. Il y a eu la Première Guerre mondiale, et avant la Grande Guerre patriotique, et encore avant la guerre de Crimée, et ainsi de suite. C'est comme ça depuis l'aube des temps. Traditionnellement, comme le résultat, l'Occident reçoit la chute de Berlin, Paris, etc. Chaque année, il y a un Maïdan à Kiev. Celui qui ne participe pas est un moscovite. L'Occident vient tous les 30 à 50 ans et il repart avec ce qu'il a mérité. À présent, en 2014, il s'est un peu attardé. Quelle forme d'aide recevez-vous de la Russie à présent? Des personnes individuelles et certaines organisations nous envoient des aliments, des vêtements et des médicaments.
Est-ce que des unités régulières de l'armée russe luttent à vos côtés? Нет, Владимир Петрович, давайте я все-таки еще раз отвечу на этот вопрос. Понимаете, если вы думаете, что посылают... Si vous pensez que la Russie envoie ses unités régulières par ici, j'aimerais vous dire quelque chose. Si la Russie envoyait ses troupes régulières, nous ne parlerions pas ici de la bataille d'Elenovka. Nous parlerions d'une bataille de Kiev ou de la prise possible de Lvov. À présent, il y a une guerre sur notre terrain concernant notre territoire. Des quatre coins du monde, des volontaires viennent chez nous. Évidemment, une aide russe serait bien désirable, mais dans la perspective politique, elle est impossible et irréaliste. De plus, un merci ironique aux pays européens. Vous ne connaissez pas cette guerre, comme vous n'avez pas non plus reconnu la Grande Guerre patriotique, n'est-ce pas? Vous soutenez les opérations antiterroristes contre des terroristes et des séparatistes. N'avez-vous pas fait une charte du pays libre? En Suisse, je crois. Un pays a le droit à l'autodétermination et après un référendum, il a le droit de faire sécession. L'Allemagne suit les mêmes principes. En Écosse, il y aura bientôt un référendum. Vous appelez cela vos propres principes démocratiques et vous les exécutez presque démocratiquement. En Tchécoslovaquie, c'était de façon pacifique. La Yougoslavie a été déchiquetée par vous en 1000 petits morceaux, par des moyens militaires, soit dit en passant. La même chose se passe ici. Par conséquent, si vous cessez de pratiquer une politique avec deux poids, deux mesures, alors vous deviendrez capable de comprendre qu'ici, il y a des gens qui vivent. Quelle est notre faute? La faute de Donetsk, du Donbass, de notre pays? Que nous avons demandé de vivre indépendants? Que nous voulons vivre comme il nous plaît? Que nous parlons notre langue? Que nous lions des amitiés avec qui nous voulons? Nous ne voulons pas adhérer à l'Europe, même si ce n'était pas mal. Mais nous avons des mentalités, des religions différentes. Nous avons une autre religion. Nous voulons aller vers l'Est. Nous voulons vivre à notre manière, mais on ne nous laisse pas. On nous appelle des terroristes et des séparatistes. S'il vous plaît, veuillez le croire, nous n'avons mis le grappin sur aucun gouvernement régional, ni mis le feu à aucune unité de district. C'est Maïdan qui a fait cela. Les slogans « pas d'oligarchie »,« égalité et fraternité »,« liberté de langue et de religion »,« liberté de vote », tous ces slogans sont de Maïdan. Nous voulons la même chose. Alors, pourquoi nous sommes les méchants? Qu'avons-nous fait pour qu'on nous bombarde depuis des avions? Pour qu'on nous tire dessus avec des chars et qu'on lance contre nous des bombes au phosphore? Expliquez-moi, c'est quoi une opération antiterroriste? Il y a ici des forces de police et des services de renseignement qui sont impliqués. Pas d'unité de l'armée, pas de véhicules militaires, ni d'avions. Chers journalistes, corrigez-moi si je me trompe. Si nous sommes des terroristes, alors la police et les services secrets d'Ukraine devraient combattre contre nous. 30, 25, 72 et 76. Toute l'armée ukrainienne est sur notre territoire. Il y a les trois catégories, la garde nationale, les bataillons territoriaux, des bataillons privés qui sont Edar, Azov, Chartersk, Donbass, Dniepr 1, Dniepr 2, Dniepr 3, le bataillon de Kiev et maintenant Krivbass. Qu'avons-nous fait? En quoi consiste notre faute? Dans le fait que nous avons du gaz de schiste? C'est pour ça que vous voulez rayer tout Slovyansk de la carte? Avez-vous d'autres intérêts financiers? Nous sommes des descendants de glorieux ancêtres. Nous tous, nous avons des ancêtres dont nous sommes fiers. Rien que pour nous deux, il y a parmi nos ancêtres deux héros de l'Union soviétique. Nous pouvons encore porter les armes. Nous avons la fierté et le souhait de vivre dans Donbass, libre et heureux, allaiter au lait maternel. Alors, dites à tous ceux qui viennent pour nous faire du mal, nous combattons bec et ongle pour notre mère patrie. Kiev et l'Occident ont fait une grave erreur, c'est de nous réveiller. Nous sommes un peuple qui travaille dur. Alors que pour 300 grivnas, d'autres participent à Maïdan, nos hommes étaient dans les mines. Ils ont extrait le charbon, fondu l'acier et semé le blé pour faire le pain. Aucun de nous n'avait le temps d'y aller. Nous étions occupés par le travail.
Si quelqu'un qui hier encore travaillait avec un marteau-piqueur ou conduisait une moissonneuse-batteuse, s'il se trouve aujourd'hui aux commandes d'un char, ou s'il a un grade, ou s'il prend une mitraillette en main, c'est que la ligne est franchie et vous ne pourrez plus l'arrêter. Celui qui quitte son travail sait qu'il combattra jusqu'à son dernier souffle. Ça, vous pouvez le transmettre aux autres. Ne réveillez pas davantage la bête. Ne le faites pas. Aussi longtemps que l'occasion leur est donnée, les mères doivent protéger leurs fils. Pour certains, ce sera peut-être une nouvelle terrible. Près de Panovka, près de Soor-Mogila, il y a encore plusieurs centaines de soldats de la force armée ukrainienne dont on n'a pas de nouvelles. Les familles reçoivent une déclaration de disparition alors qu'ils sont morts. Kiev fait cela intentionnellement. 100 à 1000 morts sont mis dans une douzaine de fosses. Je vous dis cela officiellement. Chacun doit savoir que si l'on reçoit une déclaration de disparition, c'est que l'époux, le frère, le fils est probablement mort. Maintenant, je dis, je ne veux pas combattre, je ne veux tuer personne. Ce n'était pas mon choix, mais pour mon pays, je me battrai jusqu'au bout. Peu importe quand, contre qui et le nombre que nous sommes. Ceci est une bataille de destruction. Malheureusement, les Slaves se battent entre eux et détruisent les meilleurs d'entre eux. Nous voulons nous adresser aux familles, aux mères. N'envoyez pas vos fils ici. Laissez-nous seuls, laissez-nous vivre en liberté et en paix. Nous ne sommes pas allés chez vous à Kiev, à Dniepropetrovsk ou à Zaporozhye. Ce n'est pas nous, ceux qui pillent vos villages, qui violent vos femmes, qui tuent vos parents et qui volent vos insignes militaires. Vous souvenez-vous des distinctions pour Stalingrad, pour la prise de Berlin, des médailles d'étoiles d'or, de l'ordre de gloire, de l'ordre du drapeau rouge, mélangés avec des boucles d'oreilles de femme? Nous ne faisons pas de telles choses. Nous voulons vivre dans notre pays comme bon nous semble. Nous n'avons pas besoin de vous, nous sommes différents. L'Ukraine de l'Est et de l'Ouest est un conglomérat artificiel. Mais ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Si quelqu'un a une conscience politique, s'il a la volonté et le courage d'un homme véritable, je lui conseille de mettre fin à cette opération. Vous n'avez pas besoin de reconnaître notre statut. Laissez-nous simplement en paix au sein de nos frontières des républiques de Donetsk et Lugansk. Et nous nous embrasserons pour nous dire au revoir. Je veux que ce soit clair. Une fédéralisation n'est plus possible aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Il y a 3 mois, nous avons demandé une fédéralisation. Ensuite, la permission de faire un référendum. Ce temps est passé. Maintenant, nous voulons vivre indépendants. Les autorités ukrainiennes utilisent les méthodes de la police pour nous soumettre. Ils nous arrêtent, nous séparent et entreprennent des opérations antiterreur contre nous. Maintenant, tellement de sang a déjà coulé et tellement de gens sont morts pour la liberté. Comment peut-on parler de fédéralisation? C'est quoi la fédéralisation? Une succession de procédures bureaucratiques qui doivent être entreprises. Mais nous voulons vivre indépendants. Nous avons un pays riche. Le discours sur les subventions est un mensonge qui est répandu par des voleurs qui veulent voler de l'argent. Tout président a très bien compris cela et y a toujours participé. Nous sommes une région qui peut subvenir à elle-même avec son agriculture, ses industries développées, ses forêts, ses champs et ses lacs. Nous avons tout de la Suisse à la mer. Des lieux de villégiature, l'agriculture, l'industrie chimique et le charbon. Nous sommes riches en minéraux, en gaz, etc. Malgré un lien étroit avec le reste de l'Ukraine, nous pouvons et nous devons nous nourrir tout seuls. Je combats ici et c'est comme si je me coupais dans la main et c'est le pied et la main de tout l'organisme qui en souffrent. Si vous ne le comprenez pas avec des mots gentils, nous devrons poser la question plus sévèrement.
J'espère que la rencontre entre Poroshenko et le président Poutine conduira à ce que notre position soit prise en compte. И с учетом этой позиции будут, наверное, разговор вести эти два уважаемых человека.